Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et dans un instant, 39-21, l'euro, parlez-en avec nous. Irez-vous dans les fan zones? Appelez-nous au 39-21. Mais d'abord, Jean-Michel, Najat Vallaud-Belkacem veut renforcer les contrôles dans les écoles hors contrat. Contrôle renforcé également pour les parents qui font la classe à la maison à leurs enfants. Voilà, et cela nous a donné l'envie de vous donner la parole si vous inscrivez vos enfants soit dans des établissements qui n'ont pas de contrat avec l'éducation nationale, soit si vous leur donnez un enseignement chez vous, à la maison. Et donc, nous accueillons Madeleine. Bonjour Madeleine. Bonjour. Vous êtes à Rambouillet. Oui. Et donc, vous, c'est ce que vous faites. Vous avez créé même une école hors contrat. Oui, nous avons créé une école avec d'autres parents, bien sûr. Pour quelle raison ? Parce que nous ne retrouvions pas dans les méthodes de l'éducation nationale. Ce n'est pas forcément le programme en lui-même qui nous embêtait. Mais les méthodes. C'était plutôt la façon de la mettre en action. Que vous présenteriez comment ? Qu'est-ce qui ne vous allait pas dans les méthodes ? Concrètement, nous trouvions que déjà dans la classe, durant la journée, il n'y avait pas le silence. Il n'y avait pas cette discipline et D'accord. ça faisait que, par exemple, un de nos enfants qui était très auditif n'arrivait pas du tout à se concentrer et ses résultats s'en ressentaient. Et quand j'allais voir la maîtresse, elle me disait que de toute façon, il n'avait pas assez de problèmes pour qu'on en parle vraiment. Et donc, on continuait comme ça sans pouvoir savoir ce qu'il fallait faire. Les cahiers n'étaient absolument pas tenus. Or, il nous semblait absolument normal qu'un enfant puisse écrire normalement dans un cahier et qu'un cahier soit bien tenu. Donc, vous étiez plusieurs parents à déplorer un peu le manque d'autorité, si je comprends bien, dans cette école-là. Non, ce n'est pas qu'une question d'autorité, c'est une question de méthode pédagogique. D'accord. Par exemple, nous voulions avoir une méthode pédagogique syllabique. Concrètement, nous voulions pouvoir appliquer la méthode Jean Curie, qui est une méthode auditive aussi et gestuelle, D'accord. qui permet de faire appel à un maximum de sens des enfants pour qu'ils puissent s'approprier la lecture. Et les méthodes syllabiques sont bien, mais nous voulions même aller plus loin. Il ne s'agissait pas de faire un enseignement passéiste, il s'agissait de donner un cadre où le maximum d'enfants, un panel le plus large possible, puisse se retrouver dans les méthodes pédagogiques. D'accord. Par exemple, un enfant qui est surdoué, quand on lui donne dans des petits effectifs des méthodes pédagogiques qui soient vraiment très claires pour lui à comprendre, Oui. eh bien, il s'épanouit. On peut lui donner plus de travail, il peut aller plus loin, etc. Un enfant qui a des difficultés, on peut ralentir le travail pour lui, on peut lui en donner un peu moins. Et à la fois, comme le contrat est clair, en quelque sorte, entre les parents, les enfants et l'enseignement, c'est quand même plus facile, plus lisible pour nous. Par exemple, le système des notations, Oui. nous y retrouvions pas du tout. D'accord. Il y avait combien d'enfants au départ ? Au départ, nous avons fait la première année à 19 enfants, D'accord. Et il y en a combien aujourd'hui ? 130. Ah oui. Donc c'est quand même assez impressionnant Oui. comme création d'école. Et quel rapport vous avez avec l'éducation nationale ? Ils vous contrôlent souvent ou pas ? Alors en fait, nous avons été contrôlés il y a à peu près 7 ou 8 ans Oui. par l'inspectrice donc locale. Oui. Ce qu'on nous a demandé, c'était 3 choses. En fait, on nous demande 3 choses chaque fois qu'on fait vraiment une démarche administrative comme un agrandissement ou la création d'une école. C'était d'abord que les normes de sécurité répondent aux exigences de l'accueil des enfants. C'est normal, oui. Ensuite, que nous ne soyons pas une secte ou D'accord. quelque chose qui soit dangereux pour l'enfant. Donc l'inspectrice venait pour ça. Oui. Et ensuite, eh bien, il y avait les normes de voilà, c'est tout en fait. En gros, c'était ça. Nous avons fait la démarche de lui montrer nos cahiers, de lui montrer notre façon d'enseigner, parce que nous étions dans une idée de dialogue avec l'éducation nationale, et elle a trouvé ça très intéressant, mais elle n'était pas tenue de le faire du tout. Et vous ne vous sentez pas forcément concerné par les propos de Najat Vallaud-Belkacem ce matin Moi, ce que je trouve dommage, Oui. c'est que actuellement, nous appliquons en fait le programme de l'éducation nationale, mais pas celui qui est aujourd'hui, celui d'il y a quelques années en fait. D'accord. Et nous nous y retrouvons. Et quand nos enfants sont réinjectés dans le public ou dans le privé sous contrat, Oui. ils n'ont aucun problème d'adaptation, parce qu'il y a des tests qui permettent de savoir s'ils ont le niveau ou pas. Et ils n'ont pas de problème ni d'adaptation ni sociologique, ni pédagogique, ni scolaire. Ils s'adaptent très bien. Donc en fait, le test, il est là. Ensuite, que des inspecteurs viennent nous dire de façon autoritaire qu'on doit faire la méthode, par exemple, globale et la méthode syllabique, je trouve que ça allait à l'encontre de la liberté des parents de pouvoir traiter différemment des enfants et leur proposer d'autres méthodes. Je pense que ça fait partie de notre liberté française. Il y a des méthodes Steiner, il y a des méthodes comme mais ça, nous, traditionnelles. Des inspecteurs vous l'ont demandé ? Non.
Pardon ? Des inspecteurs ne vous l'ont pas demandé? Pour le moment, non, pas Non, du tout. d'accord. Pour le moment, nous envoyons régulièrement de nos nouvelles aux inspecteurs locaux et nous avons un bon rapport. Nous n'avons aucun problème. S'ils veulent venir demain, si les pompiers veulent venir, l'école est ouverte. On n'a pas de problème de ce point de vue-là, mais nous voulons garder notre liberté de pouvoir adapter notre enseignement aux enfants qui nous sont confiés, parce que les parents payent déjà une fois dans leurs impôts l'éducation nationale. S'ils refont le choix de le payer une deuxième fois, c'est il y a quelque chose qui leur manque ailleurs. Donc pourquoi ne pas respecter cette liberté ? Et vous redoutez de la perdre si les contrôles sont plus fréquents ou Mais oui, bien ou sûr, plus parce que ça va être serrés, idéologique. On a peur de l'idéologie pédagogiste. Vous comprenez ? Moi, je suis professeur de l'éducation nationale de formation. J'ai beaucoup souffert dans ma formation UIFM de ce qu'on m'oblige à appeler, je vais être un peu caricatural, mais c'est vrai que d'être obligé d'appeler une balle un référent bondissant, des choses comme ça, on a besoin de pédagogie de bon sens, qu'on puisse appeler un chat et qu'on puisse... C'était dans des documents préparatoires, ça n'a jamais été dit aux élèves comme ça, ou pas très souvent, heureusement. Non, mais quand même, il faut quand même dire qu'on nous oblige à faire certaines méthodes, nous, en tant que profs, qui ne correspondent pas au bon sens. Et on aimerait bien revenir au bon sens. Forcément à ce que vous voudriez faire. Merci beaucoup, Madeleine, pour votre témoignage très complet. Et donc, bravo pour votre réussite, puisque 130 enfants scolarisés aujourd'hui, c'est tout de même assez impressionnant. Je vous souhaite une bonne journée. C'est une réussite collective. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir, Madeleine. Bonjour, Christine. Bonjour. Vous êtes à Senlis, dans l'Oise. Voilà. Alors, vous, les écoles hors contrat, vous n'aimez pas trop ? Non, du Pourquoi ? tout. Je trouve qu'il y a une façon d'un intégrisme, de quelque confession que ce soit. On a la chance en France d'avoir l'école publique, l'école privée sous contrat. On peut trouver ce dont on a besoin. Et je trouve que franchement, de mettre des enfants dans des écoles hors contrat, pour moi, c'est totalement absurde. Ça peut l'être parfois pour des raisons purement pédagogiques, comme nous l'expliquait Madeleine à l'instant. Vous n'êtes pas convaincu ? Non, du tout. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui avait mis ses enfants en école hors contrat. Excusez-moi, mais quand on voit des jeunes qui sont en train de ramasser des pierres avec un seau dans la cour pendant que les autres personnes sont en train de manger des gâteaux et que les enfants se plaignent, ça fait quand même mal au cœur, les gamins de 10 ans. Oui, ça, tel que vous décrivez les situations, oui, mais voilà. Ça, il y a un peu comme partout, il doit y avoir des gens qui ne se comportent pas comme ils le devraient, ce qui ne conduit peut-être pas à remettre en cause l'ensemble des écoles hors contrat. Non, mais enfin, quand on voit l'intégrisme qui monte sur certaines régions, sur certaines communes, personnellement, ça fait peur. Et il y a un livre qui était très bien écrit par Mathieu Maille et Rémi Langeux, et qui résume très très bien ce qu'on peut trouver sur certaines écoles avec conditionnement intégrisme. D'accord. Donc en tout cas, vous, ça fait que vous êtes hostile à ces écoles hors contrat et que Totalement. sans doute vous comprenez la démarche de la ministre de l'Éducation qui veut mieux les contrôler. Voilà. D'accord. Je suis totalement d'accord avec sa façon de faire. Merci beaucoup, Christine. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Bonjour, Blandine. Bonjour. Vous êtes à Pibrac, en Haute-Garonne. Oui. Et vous, vos enfants ont été scolarisés dans des écoles hors contrat? Oui. En fait, nous avons commencé par l'école à la maison pour notre aîné. Et ensuite, c'est quand même un sacerdoce, l'école à la maison, parce qu'on a deux casquettes. Et donc, on a recherché une école hors contrat pour continuer. Et donc, on a mis nos enfants dans des écoles hors contrat. Et quelles ont été les raisons qui ont fait que vous avez scolarisé votre premier enfant à la maison? Au départ, c'était parce que, comme l'a dit Madeleine, nous recherchions une autre méthode et une plus grande liberté d'enseignement. Et pour l'apprentissage de la lecture, on voulait vraiment, la méthode Jean Quéry dont Madeleine a parlé, une méthode syllabique et gestuelle complète. Et ça a donné des bons résultats? Ça donne des bons résultats, oui, parce que quand on a des enfants qui sont... En fait, ça s'adresse aux enfants à la fois auditifs et visuels, donc c'est très complet. Et c'est beaucoup moins global, enfin c'est beaucoup moins difficile pour les enfants, parce que mon aîné en plus était un peu dyspraxique, donc c'est beaucoup moins difficile l'apprentissage de la lecture pour des enfants comme 10 ou comme ça qui ont des difficultés d'apprentissage. D'accord, mais ensuite scolariser à la maison c'était trop difficile, donc vous avez recherché des établissements hors contrat. Voilà. Pour préserver ce type préserver cette liberté. Parce que, voilà.
l'éducation nationale, quand même, enfin, la première liberté des parents, c'est de pouvoir choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants, et le nom de l'éducation nationale, justement, montre qu'ils veulent éduquer les enfants aussi. Nous, on voulait garder cette liberté-là pour nos enfants, d'instruction et d'éducation choisie par nous. Et donc nous avons choisi leur contrat qui nous permettait de prendre une école qui correspondait à nos attentes, en sachant que c'est quand même un énorme sacrifice à la fois financier, de temps, c'est des écoles où les parents s'investissent énormément et on paye 2 fois. On paye 2 fois la cantine, on paye 2 fois l'école. Donc, alors pour être équitable, puisqu'on emploie beaucoup le mot de liberté, les enseignants qui sont soit dans des établissements de l'éducation nationale, soit dans des établissements sous contrat, vivent aussi leur travail avec tranquillité et le sentiment d'être aussi libres dans leur travail. Hein. On va pas je ne opposer dis pas que les uns aux autres. Non, mais je voulais juste le souligner. C'est votre choix. C'est notre choix qui est libre. Voilà. Parce que si les enseignants nous écoutent, qui travaillent à l'éducation nationale, il ne s'agit pas de dévaloriser leur travail. Oui. Bien sûr, mes enfants, il faut savoir que mes maternelles étaient en école, mes aînés étaient en école publique, l'école du village au début. Hein, donc c'est vraiment, et c'était des très bonnes maîtresses. Je remets pas du tout en cause je ne dis pas que vous le faisiez, mais je voulais juste le préciser. Ça n'était pas dans vos propos que j'avais puisé ce sentiment, mais je voulais juste le dire d'un mot, quoi. D'accord. Tout à fait. Donc voilà, et donc du coup, par ce choix-là, nous avons fait connaissance aussi de familles qui font l'école à la maison, et l'intérêt de l'école à la maison, c'est qu'on s'adapte encore plus à l'enfant. Et je connais une petite fille, par exemple, qui est aussi dyspraxique et qui a mis 18 mois à faire son CE1, mais elle est ressortie sans sentiment d'échec, elle a réussi son CE1, qui a été validé, et donc, le fait d'être à la maison l'a beaucoup aidé. Évidemment, c'est quand on a des résultats comme ça, évidemment, c'est très gratifiant aussi pour les parents. Et je peux comprendre votre démarche. Et la réforme que veut faire Madame Belkacem veut... En fait, ils veulent nous laisser payer l'école hors contrat en ayant les contraintes de l'école sous contrat ou de l'école publique. Pas forcément, ils veulent peut-être aussi... Ils veulent contrôler les connaissances selon les cycles de l'éducation nationale. Ça, c'est bien dit. Hein, donc, ça veut dire qu'on doit s'adapter au cycle. Or tous les enseignements qu'on a dans les écoles hors contrat, que ce soit Montessori ou autre chose, ou alors les cours à domicile, ne suivent pas forcément ces cycles-là et ces connaissances-là. L'important, c'est l'arrivée à la fin de la 6e et de la 3e, que les connaissances ont été portées. Et si on faisait un audit sur les écoles hors contrat et sur la capacité des enfants en 6e à lire, écrire, compter, multiplier, conjuguer, je pense que les résultats seraient bien meilleurs que le dernier audit sur les résultats de l'éducation nationale et les 25 ou 30% qui ne savent pas lire en rentrant en 6e. D'accord. Merci beaucoup, Blandine, pour votre témoignage. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir appelé le 3921. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour Agnès. Bonjour. Vous êtes à Laval, en Mayenne. Vous êtes professeur, vous, dans une école publique ou une école privée sous contrat ? Dans une école privée sous contrat, en classe de CP. Comment vous réagissez quand vous entendez ces parents Alors, la scolarisation dans des écoles hors contrat est assez faible par rapport au volume des enfants scolarisés dans des écoles sous contrat. Mais comment vous réagissez quand vous entendez ces parents qui disent « on a davantage de liberté » ? Oui, je confirme tout à fait. Je réagis aux propos de Madeleine, qui donc visiblement a été enseignante avant d'ouvrir son école hors contrat. Oui. J'ai réagi quand elle a dit je manque de liberté dans la façon d'enseigner. Moi, c'est tout à fait ce que je ressens. Et vous avez réagi à son terme, le référentiel bondissant, qui soi-disant donc ne serait pas apparu. Ce qui est apparu, par exemple, moi quand je me suis fait inspecter, on m'a dit c'est étonnant, je ne vois pas dans votre emploi du temps l'ORL. Où est-ce que vous mettez l'ORL ? C'était moi, quoi ? Je suis tombée des nues, j'étais toute jeune enseignante et non, je n'avais pas appris par cœur le manuel du bon enseignant contrat. Et c'était l'observation réfléchie de la langue, qui quelques années plus tard est devenue l'étude de la langue. Et donc, si jamais je mets dans mon emploi du temps grammaire, orthographe, conjugaison, vocabulaire, je suis complètement ringarde. Voilà, on est vraiment énormément fliqué dans notre façon d'enseigner. Ça, c'est vraiment le premier point. Et du coup, je réagis au point de Christine aussi qui disait il y a de l'intégrisme dans les écoles hors contrat. Moi, je me demande s'il n'y a pas une forme d'intégrisme dans la façon de nous inspecter aussi. J'ai envie de lui retourner ce terme parce que je me dis, quand on en vient à
scléroser notre forme de pensée. Enfin voilà, il y a plus de liberté de pensée, moi je trouve. À ce point, vous pouvez le ressentir comme ça. Je trouve qu'en fait, il y a une espèce de chape sur les enseignants dès qu'il y a une nouvelle réforme. Donc là, moi, ça fait 13 ou 14 ans que je travaille maintenant. Il y avait les programmes de 1996, on a dû ingurgiter ceux de 2002, puis ceux de 2008, puis maintenant ceux de 2016. Ou par exemple, pour mon domaine, la découverte du monde, autrefois c'était la science, l'histoire et la géographie, maintenant ça s'appelait la découverte du monde, ça va maintenant s'appeler questionner le monde. Bon, je vais dire combien on va faire de réunions pour changer sans arrêt les programmes. Oui, s'il s'agit de changer les appellations comme ça, c'est pas très utile. Oui, ça, on est dans une perte de temps. Et moi, ce que je constate, la différence entre le hors-contrat et le sous-contrat ou le public, c'est le hors-contrat ne s'embarrasse pas de certaines choses. Et je rejoins Blandine, quand on voit le niveau des enfants hors-contrat qui rentrent en 6e par rapport aux nôtres, je me dis, bon, nous, on a brassé beaucoup d'air. Les enseignants, vraiment... s'investissent énormément, ça, il n'y a rien à remettre en question, mais on est pressurisé et il y a une perte de temps énorme dans l'application de certains décrets qui nous paraissent complètement obscurs. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup Agnès d'avoir appelé le 3921 pour nous livrer votre témoignage. Je vous souhaite une bonne journée. Nous marquons une pause et nous parlons des fan zones. À tout de suite. Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 3921. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et au 39-21 avec vous, nous parlons de l'Euro qui commence demain, mais dès ce soir, premier grand concert d'inauguration dans la fan zone au pied de la Tour Eiffel. Irez-vous dans ces fan zones pour l'Euro? Vous nous avez appelé au 39-21. Oui, et Julien nous a appelé. Bonjour Julien. Oui, bonjour Jean-Michel. Vous êtes à Villeneuve-sur-Lot? C'est ça, tout à fait. Et oui, et vous allez aller à la fan zone? Oui, à 100 km demain soir, c'est à 10 km de Villeneuve à peu près. Attends, le téléphone n'est pas très bon. Vous allez aller c'est à 10 km de chez vous, c'est ce que vous disiez? Voilà, à peu près, ouais. C'est la 7e fan zone de France, il me semble. D'accord. Donc c'est un écran géant, ça retranscrit au restaurant Le Statia. D'accord. Et je vais y aller avec des amis demain soir. D'accord. Ça fait pas partie des fan zones officielles parce que les fan zones sont dans toutes les villes qui accueillent des matchs de l'Euro, donc là ça fait pas partie des fan zones officielles. Hein. D'accord. Mais c'est une fan zone quand même. Voilà. Mais c'est une fan zone quand même, ouais. Ouais. Et vous avez un peu peur d'y aller, vous disiez, c'est ça? Bon, peur, non. Non, pas peur. Non, c'est pas les idées qui vont m'empêcher d'y aller, mais après c'est sûr qu'on a en tête forcément les risques qu'il peut y avoir. Oui. Le plaisir. Par rapport à ce qui se passe en ce moment en France. Le plaisir, c'est d'être dans une ambiance un peu particulière pour regarder un match de football. À la fois avec des amis, avec des gens qu'on ne connaît pas. Être assez nombreux pour qu'il y ait un peu d'ambiance. Pour soutenir mon équipe avant tout, oui, c'est sûr que le plaisir prend le pas sur les inquiétudes de ce qui peut éventuellement se passer, ce que je ne souhaite pas, bien entendu. Non, ce que personne ne souhaite. Donc demain, il y aura sans doute du monde à Villeneuve-sur-Lot, dans la fan zone qui n'est peut-être pas officielle, mais qui est une fan zone quand même. Je vous souhaite par avance une très bonne soirée, Julien. Merci beaucoup Jean-Michel. Et merci d'avoir appelé le 3921. Bonne journée. Merci également, au revoir. Au revoir, bonjour Elisa. Bonjour Jean-Michel. Vous êtes à Châtillon, dans les Hauts-de-Seine. Tout à fait. Et vous avez vos billets pour aller écouter David Guetta ce soir? Oui, donc les billets pour David Guetta, puis News également le 28. D'accord. Donc pour moi, oui, c'est tout à fait logique que je prenne part à cette manifestation. Après, je connais les risques aussi, mais voilà, j'ai pris conscience des risques et peu importe, j'irai tout de même parce que c'est quand même une ambiance particulière. Et vous avez récupéré vos billets quand pour ce soir? Il y a quelques jours déjà? Une semaine, oui. Donc vous y avez pensé, vous avez préparé ça et ça va être un grand moment ce soir. Oui, tout à fait, voilà. J'ai avec des amis, puis je pense qu'on pense à peu près tous la même chose, on n'est pas inconscients. Mais voilà, on a quand même envie de faire partie de cette ambiance et cet événement qui est quand même tout particulier, surtout pour Paris. Oui, vous avez raison. Et puis je crois que les mesures de sécurité sont quand même significatives. Et voilà, on peut espérer que tout se passera bien et que la fête sera formidable. Vous y allez ce soir, Elisa, mais est-ce que vous irez voir un match de foot demain, après-demain, les jours suivants, ou est-ce que le foot, ça vous est complètement égal, Elisa? J'irai pas au stade, mais j'irai peut-être dans les bars ou avec des amis devant la télé pour assister au match. Oui, avec plaisir. Le foot, ça vous intéresse sinon? Non, pas plus que ça? Si, oui. En général, non, mais là, dans un contexte de compétition, oui. D'accord. Et là, vous pensez que la France va gagner ou pas?
Peut-être pas la finale, mais qu'elle ira loin, je pense. Oui. D'accord. Bon, donc, Elisa, vous avez vos billets ce soir pour écouter David Guetta. Donc, on vous souhaite une très belle soirée. Merci. Et je vous remercie d'être intervenu sur l'antenne d'Europe 1. Je vous en prie, au revoir. Très bonne journée, Elisa. Voilà, nous arrêtons là. Merci à tous ceux qui ont appelé le 3921 et nous nous retrouvons demain sur l'antenne d'Europe 1 pour évoquer l'actualité à partir de 13h10.